Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'était un moment essentiel pour la communauté musulmane. Hier a été célébrée la nuit du destin, Laylatul Qadr. Les fidèles ont passé la soirée en prière et ont multiplié les actes de générosité. La célébration officielle organisée à la mosquée de la Riviera Golfe, c'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Et voici une opportunité de renforcement de capacité des fonctionnaires et agents de l'État. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, signe une déclaration d'entente avec son homologue français. Désiré Oloto était en visite de travail en France. Ils s'engagent tous les deux à partager leurs expériences en matière de gestion de services publics et de formation. 87%, c'est le taux de réalisation de l'autoroute Y4. Les travaux de contournement d'Abidjan avancent donc bien et les délais seront respectés. Les assurances du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, était en visite sur le chantier. Il appelle les automobilistes à la prudence et à la vigilance sur cette voie. C'est certainement l'une des illustrations du climat qui a totalement changé. Des vagues de chaleur se font sentir depuis quelques semaines sur l'ensemble du pays. Une situation qui n'est pas souvent aisée et qui cause beaucoup de préjudices aux populations. Le mois de mars a enregistré le pic de cette chaleur suffocante. Creuset de la diversité culturelle, expression des talents multiples des hommes et des femmes de la société, le théâtre est une représentation belle de notre quotidien. Nos joies et peines sont campées par des acteurs inspirés et même par des auteurs. En parlant du théâtre ivoirien, comment ne pas avoir une pensée pour ces pionniers, Bernard Dadier, François-Joseph Amondabi, Germain Kofi Gado. Mais aujourd'hui, que reste-t-il? Un invité dans la page culture, M. Oba Okani Samuel, bonsoir. Bonsoir, Lubalikolo. Et c'est avec vous justement que nous allons parler de la réalité du théâtre aujourd'hui. Est-ce qu'il reste et qu'est-ce qui va se passer éventuellement demain? Le théâtre renaît des cendres. Le théâtre est en train d'avancer. Tout à l'heure, on va tenter de pouvoir éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs. Il y a de l'espoir pour le théâtre. D'accord. Et je rappelle que vous êtes professeur d'art dramatique, auteur de plusieurs pièces théâtrales, poète, dramaturge. On en reparle dans une trentaine de minutes. On regarde l'actualité. La nuit du destin hier soir, c'est dans le renforcement de la foi et le recueillement que les fidèles ont passé la soirée. Il est recommandé de multiplier les actes de dévotion pour bénéficier de tous les mérites. La célébration officielle, c'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe, en présence du vice-président, Abou Sanougou. La nuit du destin, nuit de la destinée, la meilleure nuit en islam, nuit de miséricorde, du pardon, d'excellence et d'élévation spirituelle, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Muhammad, prophète de l'islam. La célébration de la nuit du cadre 2024 1445 Hégire s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, en présence du vice-président de la République Tiemoko Melie Kone, représentant le président de la République Alassane Ouattara, de quelques membres du gouvernement et de plusieurs guides religieux. Un thème, la foi et l'unité, clé de succès d'une nation, développé par l'imam Saïd Konaté. La foi est le moteur qui nourrit l'engagement à suivre le commandement divin, à pratiquer la vertu et à poursuivre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle incarne la résilience spirituelle qui donne un sens à la vie, nourrit l'espoir, apporte la sécurité, la tranquillité et invite à une conduite morale de droiture. La foi demeure généralement un catalyseur puissant qui inspire les individus et les rassemble autour d'un idéal commun. L'unité, quant à elle, nous encourage à nous tenir fermement ensemble, solidaires autour du cap d'Allah, sans jamais nous diviser. Cette nuit, la 27e nuit du Ramadan, qui pèse plus de 83 ans de bonnes œuvres agréées par Allah, a amené le guide de la communauté musulmane. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a appelé ses coreligionnaires à vivre ensemble. Il a également exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur de la communauté musulmane. La commémoration de cette nuit de lumière éternelle et de bénédiction est donc un acte de foi, de reconnaissance et d'espérance pour toute l'humanité. C'est soumettre à Dieu Tout-Puissant et l'adorer
nous ouvre grandement les portes de sa miséricorde, tel que promis aussi par Dieu dans le Saint-Coran. La nuit du destin nous offre enfin l'occasion de redoubler d'efforts dans les actes d'adoration et de prière. Monsieur le vice-président, je voudrais vous prier de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre infinie gratitude et nos remerciements profonds. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandi, a invité les guides religieux à davantage de prières et a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Vénérés guides religieux, chers frères, vos permanentes supplications et intercessions sont en effet indispensables à la stabilité et donc au développement de la Côte d'Ivoire, notre pays. À ce propos, d'ailleurs, le thème évocateur de cette cérémonie prouve à suffisance votre engagement sans faille pour le rayonnement de notre pays dans tous les domaines. La nuit du destin est donc par essence une fervente nuit d'adoration. C'est en cela que je voudrais vous inviter à davantage de prières pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, de qui les populations de notre beau pays espèrent encore de très bonnes et grandes choses, toutes tendances religieuses confondues. La nuit du destin, où Laylatul Qadr intervient dans les derniers jours du mois du Ramadan, peu avant l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Une nuit donc pleine de mérite pour le croyant. Le médiateur de la République, Adama Toungara, était aux côtés des fidèles de la commune d'Abobo. La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble étaient au cœur des différentes prédications. Nous, Sangaré, Abou Sanogo. À la mosquée Al-Mami Toungara de la gare routière d'Abobo, le prédicateur a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs du pardon, de tolérance et de cohésion sociale. Un discours soutenu par le médiateur de la République, Adama Toungara, qui était aux côtés des fidèles pour la circonstance. Nous sommes venus prier avec les fidèles d'Abobo. On a d'abord prié pour la Côte d'Ivoire et surtout nous avons prié aussi pour le président Alassane Ouattara qui est le vecteur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Que Dieu accepte leurs prières et qu'il accepte aussi les invocations qu'ils font ce soir pour le président Alassane Ouattara. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes dans la religion musulmane. Cette nuit a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. C'est une grande nuit où tout musulman ne doit pas dormir. Il doit prier pour que Allah puisse accepter nos prières et nos sacrifices pour nous-mêmes, notre bonheur et pour le bonheur de notre pays, de nos proches et de nos familles. Invocation et cantique pour rappeler les mérites de cette nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Qui correspond à 83 années et 4 mois d'adoration. Donc le musulman vraiment doit quand même s'accentuer à chercher cette nuit. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité sont des valeurs prônées au cours de cette nuit. Ces valeurs ont été prodiguées aux fidèles de la mosquée Al-Jabat de Dererai Sagbe. Et la communauté musulmane d'Abobo a célébré donc cette nuit dans la prière, des conférences, des invocations en présence de Kandia Kamara, maire de la commune. Elle a traduit sa reconnaissance aux imams pour les bénédictions faites lors de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Fred Oulaï, Abou Sanogo. Nuit d'invocation et de prière, la communauté musulmane célèbre la nuit du cadre appelée Nuit du destin. C'est l'un des moments les plus importants de la religion musulmane, nuit de révélation des premiers versets du Coran au prophète Mohammed. À l'espace d'Osso Plaque 1 d'Abobo, des prières de reconnaissance à Dieu. Cette nuit-là, nous faisons des prières, nous faisons des bénédictions aussi, nous faisons aussi des sacrifices afin que nous ayons tous le paradis en Firdaus.
Il est 23 heures passées de 30 minutes lorsque la magistrate de la commune d'Abobo fait son entrée au lieu de la prière. L'imam Hamidou Ouattara donne des enseignements sur les valeurs de la nuit du destin et la conduite à tenir. Aimer ton prochain, ceux qui ne se parlent pas, surtout ceux qui ne se parlent pas, n'ont qu'à se parler dans la famille ou même dans la cour pour que ton jeûne soit exaucé. Autre site de prière visité par la délégation de Kandia Kamara, la grande mosquée Salam. Ici également, prière en faveur du pays, du président de la République et toutes les populations d'Abobo. Et je voudrais surtout les féliciter pour le thème choisi cette année, la cohésion. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire apaisée. Et cela grâce au leadership du président Alassane Ouattara, mais grâce surtout à la volonté des Ivoiriens de vivre ensemble. C'est dire que lorsque on décide ensemble de mettre nos idées ensemble, mais surtout d'élever les mêmes prières en direction du bon Dieu, il y a de fortes chances que Dieu exauce cela. La présidente du Sénat a aussi exprimé sa solidarité à la communauté musulmane. Elle a fait des dons en numéraire aux différentes mosquées visitées. Si Laylatul Qadr est importante, c'est parce qu'il s'agit de la nuit où Allah décrète les événements pour les années à venir. Les fidèles musulmans Abidjan comme à l'intérieur du pays se sont rendus dans les mosquées pour adresser prières et invocations à Allah. Nos reporters nous parlent de cette nuit riche en bénédictions, un moment très important dans la vie du croyant musulman. En famille ou individuellement, les fidèles musulmans se sont rendus à la mosquée à Diakorotoum Diakité d'Abobo à Kripak. En cette soirée marquant le 27e jour du mois béni de Ramadan, prières et invocations sont adressées à Allah afin de bénéficier de sa miséricorde. Nous sommes à la nuit du destin. C'est une nuit tellement importante que vraiment il faut qu'on se réunisse pour demander nos vœux à Dieu pour que l'année prochaine vraiment tout soit favorable. Tout musulman qui a le vouloir de devenir ce qu'il désire sur cette terre et d'avoir le paradis comme dernier séjour doit profiter de cette nuit. La nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin vaut plus que 1000 mois d'adoration, raison pour laquelle l'imam El Hadj Sila exhorte ses frères et sœurs musulmans à invoquer Allah. Mois bénéfique, très bénéfique pour les musulmans. Et si tu as eu une nuit destinée dans ta vie, on peut dire que ton paradis est garanti. Que les musulmans doivent se concentrer plus à prier, à faire l'aumône, les sacrifices, les offrandes, et faire des prêches. La destinée, Allah a fait cela un cadeau pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le prêche officié par l'imam, place à la grande prière nocturne. La nuit du destin, c'est la nuit la plus méritoire en islam. Un moment où les fidèles musulmans prennent part à des prêches et des prières. À la grande mosquée de la zone où nous sommes à Bouaké, dans son adresse, l'imam Idriss Diarra Souba invite les fidèles à faire preuve de résilience, mais aussi à œuvrer pour une vie communautaire plus apaisée dans la quête de la bonté divine. Autre lieu, même décor, nous sommes à la mosquée Ramatoula de Kotiako. Ici, la communauté est instruite par l'imam Daouda Koulibaly sur la fermeté dans la foi, afin de profiter des grâces du mois de Ramadan, mais aussi à être des musulmans modèles. Les fidèles de la mosquée Salam n'ont pas dérogé à la règle, en venant massivement pour écouter l'imam Yahya Koulé. Dans son message, le guide s'est penché sur les mérites liés au mois de Ramadan. Pour lui, il est question de faire montre de foi, d'honnêteté irréprochable en tant que musulman, car le plus grand mérite du musulman, c'est d'être à l'exemple du prophète Mahomet. Et dans le nord du pays, à Korogo, les fidèles musulmans n'ont pas voulu rater l'occasion de renforcer leurs conditions spirituelles en cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Au cours de cette nuit, quiconque veille en prière avec foi et conviction aura ses péchés pardonnés par Allah. Dans la capitale du Poro, la communauté a prié jusqu'au petit matin. Ami Sissoko. La nuit du destin, une nuit au cours de laquelle le destin de chaque fidèle pour l'année à venir est scellé. À Korogo, dans les différentes mosquées ou autres espaces de prière sillonnés, chaque fidèle musulman compte bien en profiter en vue d'améliorer sa condition spirituelle et sociale. Et cela à travers prières, invocations et actes de charité. Ce que nous demandons à Dieu particulièrement, c'est la paix dans la Côte d'Ivoire,
la stabilité dans les différents foyers et ainsi le succès dans nos différentes entreprises. La nuit du destin, une nuit précieuse. Son importance a été largement rappelée par les guides religieux. Également soulignée par les conférenciers, l'importance de la foi et de l'union. Ce que nous voulons, Inch'Allah, à travers nos prières, demander aux uns et aux autres de continuer à prier après le mois de carême. J'ai aussi demandé aux frères de rester unis, car le ventre d'un frère est plus important que le réservoir d'une voiture. On ne peut pas se permettre de donner 50 000 francs à la station pour payer du carburant pendant que notre frère dort dans la faim. Nous devons donc réunir cette fraternité. Aux côtés des fidèles musulmans à cette nuit sacrée, plusieurs autorités du Poro venues exprimer le soutien du chef de l'État Alassane Ouattara à travers des dons en vivres et en numéraire. À leur tête, le préfet de région du Poro. Pour nous, c'est d'appeler Allah pour qu'il accepte nos prières qui vont monter vers lui, pour que la paix règne dans nos pays, dans les pays voisins. Et puis prier pour que la paix règne sur le couple du président et que la santé soit leur compagnon. Prochaine étape, la fête de Ramadan. La date dépendra de l'apparition de la nouvelle lune, probablement le mardi 9 avril. Pendant ce temps, le mois de Ramadan continue. Donc, les populations de Songhon ont bénéficié de vivres de la part du Premier ministre, chef du gouvernement, un geste de solidarité en soutien aux différentes communautés, notamment les fidèles musulmans, justement qui terminent le mois de carême bientôt. David Soyo. 300 cartons sacs de riz, de sucre, 49 cartons d'huile et plus de 190 cartons de lait, remis aux communautés coutumières, religieuses et associations de jeunes de la localité de Songhon. Une action menée au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et portée par le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Begré-Mombe. Un geste qui ravit les bénéficiaires. J'ai dit, Inch'Allah, nous sommes heureux et contents d'avoir reçu des dons du Premier ministre. Nous remercions le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ce geste fort qui vient une fois encore de plus. Pour les émissaires de la primature, il s'agit de traduire la solidarité du gouvernement durant cette période de jeûne. Le Premier ministre n'a jamais laissé Songhon en reste pour ses dons. C'est un mois de partage et comme c'est un monsieur qui aime toujours partager, il se met toujours en relation avec le président de la République pour faire des dons aux musulmans et à toute la population de Songhon. Coût total de ce don, plus de 16 millions de francs CFA. Primature, le Premier ministre Robert Begré-Mombe a eu une séance de travail avec le commissaire à l'environnement de l'Union européenne. Leurs échanges ont porté sur les questions d'économie circulaire, sur le protocole, sur la pêche, également la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Le point complet d'Herman Guivet dans nos éditions à venir. Et la Côte d'Ivoire et la Grèce veulent renforcer leurs liens commerciaux. Le président du CESEC, Eugène Akaoulé, a reçu une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-hellénique. Ils ont parlé de l'approfondissement des relations économiques. Marie-Chantal Lacandan, Ngata Kwame. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Eugène Akaoulé, a reçu le président de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-hellénique en présence du consul honoraire hellénique en Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à présenter les atouts de la Chambre de commerce ivoiro-hellénique créée il y a de cela 1 an. Avec l'action du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'économie de la Côte d'Ivoire ne se résume pas en un secteur. Il y a beaucoup de choses à faire et l'impulsion a été donnée avec l'action du Conseil économique. Nous sommes en train d'envisager des projets qui vont être lancés de façon séquentielle. Tous les secteurs en Côte d'Ivoire sont concernés par l'action de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-hellénique. Cette coopération internationale est inscrite dans notre plan stratégique comme étant l'axe le plus important à développer, en ce sens que aujourd'hui le rayonnement de la Côte d'Ivoire est connu dans le monde entier. Et donc il nous a paru intéressant de recevoir les responsables de cette
chambres de commerce ivoiro-helléniques pour qu'ensemble nous voyons comment conjuguer nos efforts pour renforcer les relations commerciales, les relations industrielles. Cette initiative souligne l'importance croissante des relations entre la Côte d'Ivoire et la Grèce, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités économiques et commerciales. Une coopération en marche, renforcement de capacités. L'État ministre de la fonction publique signe une déclaration d'entente avec son homologue français. Les deux départements ministériels se sont engagés à partager les expériences en matière de gestion de services publics et de formation. On en parle avec Grace Kando. Anne Désiré Ouloto en visite de travail en France. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, reçue par Stanislas Guérini, ministre de la transformation et de la fonction publique. Les deux personnalités ont signé une déclaration d'intention. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale et vise à établir un cadre de collaboration entre les deux administrations dans la perspective d'œuvrer au développement et à la modernisation de la fonction publique, au renforcement des échanges de bonnes pratiques en matière d'administration et de fonction publique. On a initié un travail très intense entre nos administrations. On partage la même ambition, qui est celle de réformer, de transformer, de faire bouger les lignes dans nos administrations pour créer plus de confiance entre les citoyens et leur administration. Nous avons des choses à partager, des choses à gagner, à apprendre de part et d'autre. Et avec les défis qui nous attendent en Côte d'Ivoire, je peux dire que notre administration est sur la bonne trajectoire, elle avance bien. La formation des cadres supérieurs ivoiriens, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le déploiement des services publics de proximité sont entre autres sujets abordés au cours des échanges. Toujours en France, la ministre d'État Anne Désiré Ouloto a aussi rencontré la directrice de l'Institut national du service public. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre l'ENA et cette structure française. C'est insupportable et vous l'avez certainement remarqué, il fait très chaud. Des vagues de chaleur se font sentir depuis quelques semaines sur l'ensemble du pays. Une situation qui n'est pas souvent aisée et qui cause surtout beaucoup de préjudices aux populations. D'ailleurs, le mois de mars a enregistré le pic de cette chaleur suffocante. Pour en savoir davantage, notre reporter Grace Kando a rencontré la Sodexam. Les populations abidjanaises et celles de l'intérieur du pays sont confrontées depuis quelques semaines à des déficits pluviométriques et à une vague de chaleur. Ces derniers temps, vraiment, la chaleur est devenue autre chose. Souvent même, tu es à la maison, tu préfères être à l'abri, mais quand tu es à l'abri, c'est encore plus sérieux parce qu'il y a la chaleur de partout dans la maison. Il y a des vendeurs qui ont vraiment besoin de sortir de leur maison et les livreurs, tout ça. Vraiment, avec cette chaleur-là, ça ne leur permet pas d'être efficace. Nous avons constaté que la chaleur augmente de jour en jour. Vraiment, on la vit très mal parce que même au boulot, on n'est pas concentré. Mais avec le ventilateur, vraiment, souvent, quand tu te réveilles le matin, on transpire. Voilà, vraiment, c'est compliqué. Le pic est selon la Sodexam le mois de mars. Cette situation est due essentiellement aux forts rayons solaires et à la forte remontée des vents humides qui sont les impacts du phénomène climatique El Niño. Le phénomène El Niño, c'est un réchauffement anormal de la surface de l'océan Pacifique qui, avec l'implication des vents et de l'humidité, transporte de la chaleur sur l'ensemble du globe, notamment dans les régions d'Amérique latine, dans les régions africaines, en Afrique de l'Ouest en général. Et donc, cette vague de chaleur affecte malheureusement la Côte d'Ivoire. Nous constatons des records de température. Nous avons enregistré 41 degrés au mois de février, qui est vraiment au-delà de la moyenne qui est autour de 35-36 degrés dans cette même période-là. Un état de fait qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Je suis asthmatique, donc quand il y a trop de chaleur comme ça, il ne peut pas supporter. Ça fait que 2 temps, mais ça va bien à cause de la chaleur. On n'arrive même pas à bien respirer. Cette vague de chaleur est souvent accompagnée de vent, suivie de pluie. La forte chaleur qui arrive, ça déséquilibre l'atmosphère. Donc pour pouvoir réguler cette atmosphère-là, on a des épisodes pluvieux qui peuvent s'accompagner d'orages, de vent, et ce que nous avons connu il y a quelques jours. Donc c'est juste un moyen
pour la nature de se réguler en diminuant un peu la quantité de chaleur qui est déjà emmagasinée. Pour mieux vivre cette période de chaleur, la Sodexam fait entre autres recommandations ne pas trop s'exposer à l'air ambiant, se protéger et boire beaucoup d'eau. Et sur cette chaleur, les travaux d'aménagement du contournement d'Abidjan continuent. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était ce vendredi sur les chantiers. Amédée Kofi-Kwaku apprécie l'évolution des travaux. Les finitions sont en bonne voie et il rassure, le délai sera respecté, 87% de taux d'exécution. Lanciné Bakayoko. Cette visite du ministre de l'Équipement de l'Entretien routier avait un double objectif. Évaluer le niveau d'avancement des travaux sur l'autoroute de contournement, la Y4, et réexaminer la continuité de la circulation des véhicules sur l'infrastructure. Au niveau de l'évolution des travaux, Amédée Kwaku reste confiant non seulement sur la qualité, mais également sur les délais d'exécution. On est à 87%, on est en train de travailler pour finir vers fin juin. Normalement, il nous reste un seul gros ouvrage à construire, c'est au niveau de la morgue d'Anyama, parce que le train Abidjan-Ouagadougou passe à ce niveau. Il y a 2 rails de métro qui vont être construites, donc la route va passer au-dessus des rails. Si Amédée Kwaku observe une mobilisation autour des chantiers, notamment en ce qui concerne le timing et le chronogramme d'achèvement des travaux, l'autorité ministérielle marque une certaine inquiétude en raison de l'incivisme des automobilistes. Incivisme qui provoque insécurité et accidents. C'est un projet qui est financé par la BAD. Donc les questions de sauvegarde environnementale sont extrêmement importantes. Donc on ne souhaiterait pas qu'il y ait des accidents. Parce que s'il y a des accidents, la BAD risque donc de suspendre donc le financement du projet. Si jamais l'indiscipline en termes de circulation continue sur cette voie, nous allons être contraints donc de la fermer pour terminer les travaux avant de l'ouvrir. La deuxième section de l'autoroute de contournement d'Abidjan, qui part du stade olympique Alassane Ouattara à l'autoroute du Nord, a également été visité par Amédée Kwaku. Taux d'exécution de cet ouvrage qui sera prolongé jusqu'au carrefour de Jacquesville, 34%, financé par la Banque mondiale à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Et parlons de cohésion sociale à Jacquesville. Angbadji Niagne Edmond est le nouveau patriarche d'Abrania-Miambo. Le 13e patriarche de cette bourgade doit veiller à la paix et au vivre ensemble dans les différents quartiers. Il a reçu ses attributs en présence du ministre Bouaké Fofana, Frédéric Gorebi, Franck Wadio, Ousmane Chérif. Angbadji Niagne Edmond est le nouveau patriarche du village d'Abrania-Miambo dans le département de Jacquesville. Ses attributs font de lui le 13e patriarche de cette localité du pays Haïti. Et ce garant de la paix et de la cohésion sociale les reçoit des mains du patriarche résident à Kéloba. Sentiment de joie et remercie tous ces ministres qui sont déplacés, les députés qui sont déplacés. Je dis merci au village d'Abrania-Miambo. Mais avant d'être sur son séant royal, synonyme d'autorité, de plus incarné par le parasol et la canne, le nouveau patriarche est badigeonné de cendres, représentation allégorique de la souillure du peuple qu'il assumera en tant que plus haut représentant. C'est également un signe de respect absolu de la société à son égard. Il est le garant de la paix, de la cohésion sociale. Il convoque le village sur la place publique. Il statue en dernier ressort. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Bambé parrain, le ministre Bouaké Fofana a dit sa joie de participer à une telle cérémonie qui célèbre la culture, ferment de tout développement. Le patriarche ici, c'est vraiment une institution. Quand un peuple se donne lui-même un chef, qu'il reconnaît comme son dernier recours, c'est un signe, n'est-ce pas? C'est un signe de maturité. Âgé de 90 ans, Angbadji Niagne Edmond est un fonctionnaire à la retraite, père de 19 enfants avec 35 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Et hors du pays, le Rwanda commémore ce dimanche 7 avril les 30 ans du génocide contre les Tutsis. Mais avant, une conférence internationale s'est tenue le vendredi à Kigali, la capitale. Une rencontre sous fond de reconnaissance et d'hommage aux écrivains et journalistes pour leur contribution à la préservation de la mémoire, à la guérison des traumatismes et à la justice. Envoyés spéciaux Afishata Karamoko Dosso, Bachil Kadea. Intare Arena Kigali, nous sommes au Rwanda. Nokije Danum
arrive du Tchad pour participer à la conférence internationale sur le génocide, une activité relative au Kwibuka 30, période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Cet écrivain a joué un rôle dans l'accompagnement du peuple rwandais dans sa guérison post-génocide. Nous avons travaillé pendant 2 ans et nous avons publié 10 livres sur le génocide des Tutsis. Et c'est vraiment la première fois que des Africains se penchaient comme ça sur le génocide perpétré contre les Tutsis. La reconnaissance est au cœur des attentions. Ces acteurs nationaux et internationaux ont aidé le Rwanda avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, au nom du gouvernement, a exprimé la gratitude et la reconnaissance du peuple rwandais face à ce soutien. Le journaliste Patrick de Saint-Exupéry a été l'un des artisans de la documentation du génocide pour le public français peu informé sur ce drame. Il faut lui rendre un hommage. Les écrivains africains ont aussi joué un rôle clé pour la conservation de la mémoire. Cette intervention a donné lieu à une série de panels en présence de la première dame rwandaise. Journalistes et écrivains se sont succédés pour partager des témoignages poignants. C'était à faire. On ne peut pas rester silencieux à un génocide parce que le silence est une deuxième façon de tuer les victimes. La vie partagée par les participants. Nous sommes arrivés à un moment de notre histoire, à la fois sociale et politique, où il faut savoir que nous sommes un. Moi, je suis d'origine burundaise. On a vécu ça de très proche, qu'on doit faire que ça ne se reproduise plus. Le génocide contre les Tutsis a occasionné la mort de plus d'1 million de personnes et des milliers de traumatisés. La plume des hommes de médias et du monde de la littérature aura contribué à ouvrir les yeux du monde sur la situation au Rwanda et surtout à aider ce peuple à renaître et retrouver sa joie de vivre. Et voici ouverte la page culture. C'est parti pour la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Cette édition marque les 30 ans du Massa, une semaine qui rassemble des professionnels et publics venus de tous les continents. Le Rwanda et la Corée sont les 2 pays invités d'honneur cette année. Le Massa 2024, ce sera au Palais de la Culture de Treichville et dans plusieurs autres salles à Abidjan. Serge Pacom, Didier Nguessan. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, a 30 ans. Un âge de maturité qui autorise des innovations majeures pour cette 13e édition, prévue pour se tenir du 13 au 20 avril prochain. Les réflexions porteront sur jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Nous aurons ce que nous appelons de la déambulation dans un certain nombre de communes. La mascotte du Massa se déplacera. Nous aurons également une activité importante qui est une activité de jeunesse, qui est une activité de battles. Il y a beaucoup d'innovations, la mise en place du prix féminin qui va porter le nom de notre grande chancelière, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Il était évident pour nous d'avoir un village de l'innovation. Nous aurons aujourd'hui les start-up qui officient dans le secteur culturel. Le théâtre, la musique, la danse, le cirque, les arts de la rue, le slam sont en autres les disciplines qui mettront à l'épreuve les artistes venus d'une trentaine de pays. Le Rwanda et la République du Corée sont les pays invités d'honneur. Pour Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, le Massa 2024 doit poursuivre cette dynamique de réussite et de rayonnement impulsée par la Cannes 2023, organisée avec brio par la Côte d'Ivoire. Le Massa a démarré en 1993. 30 ans, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. C'est énorme. Et le Massa, cette année, je pense qu'il faut que vous le preniez comme étant dans la continuité de ce que nous avons vécu de manière extraordinaire avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Massa aussi, c'est une opportunité de montrer à la population ivoirienne, aux Ivoiriens et au monde entier notre richesse culturelle dans les 7 disciplines qui ont été sélectionnées dans le cadre du Massa. 105 programmateurs, plus de 1000 artistes attendus pour 300 spectacles dans différentes salles des communes d'Abidjan. Et les arts de la scène, on parlera justement tout à l'heure avec notre invité de la page culture, Oba Okani Samuel, qui est professeur d'art,
qui est auteur de plusieurs pièces de théâtre, qui est poète aussi. Rebonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir. Et pour parler justement, voici une scène, le Massa, où on aura du théâtre. D'accord. Le marché des arts du spectacle africain est une aubaine pour tous les Africains du monde entier. Et il faut une consommation. Il faut éduquer le peuple, les Ivoiriens, à aller au Massa. Parce qu'aujourd'hui, on a un produit, les arts du spectacle, mais le public n'adhère pas. Donc il faut qu'on puisse éduquer ce public-là. Oui. Alors, justement, parlons du théâtre. Comment le théâtre naît en Côte d'Ivoire? Bon, les recherches ont démontré que le théâtre a commencé en 1920, chez les Nzima, chez les Apolloniens. Ils faisaient un théâtre de langue. Et puis après, le théâtre a transité à Bingerville, à l'EPS de Bingerville en 1930. Et ce sont des élèves de l'école de Bingerville qui faisaient le théâtre avec Charles Béat, qui était le directeur d'alors à cette école. Donc aujourd'hui, le théâtre ivoirien a 104 ans. 104 ans, ça fait un siècle 4 ans. Il faut dire que le théâtre n'est pas mort. Si aujourd'hui le théâtre a 104 ans, c'est qu'on a fait un chemin. Et c'est ce chemin-là que nous voulons essayer. Oui, justement, dans ce chemin, est-ce qu'on peut retracer les grandes dates, j'ai envie de dire les grands succès du théâtre ivoirien? Il faut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, le théâtre de langue, c'est-à-dire les ethnies, c'est comme ça que le théâtre a commencé. Ils ont commencé avec ça, les Apolloniens. Et les gens comprenaient. Et après, le théâtre en français, dans la langue française, est venu en 1930-1933 à l'EPS de Bingerville. Après, le théâtre a transité à Gorée, à Ponty, où il y avait des élèves qui étaient avec Charles Béat, qui sont partis à Gorée pour apprendre. Mais je voudrais ici saluer le président de la République, notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui avait le fardeau du théâtre. Dans mes recherches, j'ai découvert que le président Félix Houphouët-Boigny partait au théâtre. J'ai vu aussi des ministres aller au théâtre, des ministres jouer le théâtre, pratiquer le théâtre. Benabé Dadié, Benazadi Zaourou, j'en passe. J'aimais Kofi Gado. Imaginez-vous des ministres d'État qui se déshabillent et qui portent la tenue du spectacle. Oui, parlant de Dadié, surtout celui à qui l'on attribue le premier ouvrage sur le théâtre, Les Villes. Oui, je vous dis, Kolo, Dadié, il a fait tout son parcours. Il a été le premier novelliste. C'est-à-dire au niveau de la littérature, que ce soit dans le roman, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans tous les genres littéraires, Dadié a été celui qui a ouvert la porte. Dans notre jargon, on dit Dadié a ouvert le rideau pour toute l'Afrique en matière d'écriture. C'est pourquoi il faut lui rendre hommage. Et la semaine dernière, c'était la journée mondiale du théâtre, le 27 mars. On a rendu hommage à Jammeh Kofi Gado, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a été le premier représentant du stade. Mais quand, imaginez-vous, un ministre qui a créé le théâtre indigène avec Amondabi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le TICI, le théâtre indigène de Côte d'Ivoire. Et Amondabi, Benabé Dadié et puis Kofi Gado ont formé près de 62 femmes. Et Houphouët-Boigny a donné cette opportunité à ses cadres supérieurs d'aller en Europe, en France. Ils ont joué des pièces, mais l'histoire démontre que, à cause du théâtre, Benabé Dadié et Jammeh Kofi Gado se sont mués en musiciens parce que les gens n'aimaient pas le théâtre. Et il y a un qui a pris l'accordéon, il y a un qui a pris la batterie pour pouvoir attirer du monde par rapport à la musique. Et quand les gens venaient les vendredis, après avoir écouté la musique, ils introduisaient le théâtre pour que les gens puissent aimer le théâtre. Ça, c'était déjà une astuce à cette époque. On parlera justement de comment relancer véritablement les choses. On va voir les réalités, l'avenir du théâtre justement avec le service culture, sinon le service société, et on se retrouve. Le théâtre en Côte d'Ivoire renaît. De plus en plus inspirés, les professionnels et acteurs de cet art retournent sur les planches avec de nouvelles productions. On va oublier l'essentiel, la tour de Hongkong. Une renaissance du théâtre qui passe par l'encadrement des jeunes talents. Se pose également l'épineux problème de la rareté des salles. Il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut jouer du théâtre. On peut jouer sur une scène, mais nous on n'est pas comme certains autres arts où on peut se mettre sur une scène nue et puis jouer. Nous on a besoin de décor, on a besoin de lumière, on a besoin d'éclairage, on a besoin de certaines commodités. Il faut que les sponsors viennent du théâtre. Il faut que la presse et tous ceux qui sont autour de la publicité acceptent de faire des prix adaptés au théâtre pour que le théâtre renaisse en Côte d'Ivoire. La promotion du théâtre dans les médias
constitue une autre piste de solution pour la relève du théâtre afin d'avoir dans la génération actuelle des comédiens d'autres Zadiza Ourou, Biti Moro, Bienvenue Neba, Thérèse Taba, Oué Ida, Adje Daniel, Diallo Tikwayi Vincent, des noms qui ont contribué à l'essor du théâtre dans les années 70, 80 et 90. Alors, on a parlé de la théâtralité africaine traditionnelle et ancestrale, vous l'avez dit, avec les Apolloniens. Aujourd'hui, Sephora Zegui en parlait tout à l'heure avec Diallo Tikwayi Vincent, des acteurs qui se battent comme ils peuvent, mais on a l'impression que les planches ont totalement disparu. Quelles sont les raisons de ce déclin? Ok, avant d'en arriver au déclin, je voudrais dire que le théâtre, c'est un art vivant. C'est un art du spectacle. Le théâtre est un métier, c'est une œuvre littéraire, d'accord? Mais aussi, c'est une œuvre de création. Donc, voici un peu quelques définitions, mais le théâtre aussi est un bâtiment. Donc, parler du déclin pour l'heure, je dis, pratiquement, le théâtre renaît des cendres. Le déclin va à un niveau où, aujourd'hui, les téléspectateurs n'ont pas encore consommé le théâtre. Les salles sont là. Mais aujourd'hui, je dis que si la formation et l'éducation de toutes ces personnes qui sont formées, voyez-vous, quand quelqu'un est formé à l'INSAC, c'est l'école du théâtre. Ce qu'on appelle l'INTD et l'ISTK, l'École nationale du théâtre et de danse. Ça veut dire déjà qu'on a formé plusieurs professeurs. Depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait pratiquement près de 300 professeurs qui ont été formés. Mais le déclin vient d'où ça? Dans les lycées et collèges, les professeurs de français sont muets, c'est-à-dire sont transformés en personnes à qui on demande de pouvoir former les élèves. Un professeur qui sort de l'INS, il n'est pas formé comme un professeur qui sort avec un CAPIAS lycée ou bien un CAPIAS collège. Donc, je voudrais, de par votre antenne, attirer l'attention du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la Culture. Ça veut dire quoi? Les deux ministres doivent se mettre ensemble pour le théâtre. Pour la musique, ça marche. Mais il y a le festival, le festival des arts en milieu scolaire qui continue. C'était l'ancien théâtre scolaire qu'on a connu dans les années 80. Oui, mais 90. Je suis en train de faire une démarche. En fait, le déclin dont vous parliez, pour nous, le théâtre n'est pas encore mort. Mais il faut veiller parce que nous sommes des gardiens. Nous avons une clé et nous veillons sur le temple. Voyez-vous, quand nous veillons, nous disons, nous attirons l'attention des décideurs. Il y a une volonté politique parce que le théâtre a commencé à l'école. Donc, il faut former d'abord des élèves. Il faut aller à la maternelle. Parce que le théâtre, c'est ce qu'on appelle le lieu où l'on voit. Le théâtre, le théâtron. Le théâtre est fait pour être joué sur une scène. Voyez-vous, aujourd'hui, le cinéma, qui est le 7e art, est venu supplanter le théâtre. Ce qui fait il y a même d'autres choses. Il y a l'humour aujourd'hui qui finalement a pris le dessus, justement sur cette question. Oui. Quel est le rapport que vous faites? Théâtre, humour, comédie? Oui, je vous explique ça rapidement. Au théâtre, quand les acteurs rentrent sur la scène, il y a un temps mort qu'on appelle l'intermède. En fait, c'est le petit temps que les comédiens sont dans les loges, dans les coulisses pour pouvoir peut-être changer. Donc, on envoyait quelqu'un pour animer la galerie. C'est cet intermède-là, ce petit temps-là, qu'on appelle l'intermède, qui est devenu la commedia dell'arte, qu'aujourd'hui, dans notre pays, à Côte d'Ivoire, dans la crise que nous avons connue, les humoristes ont pris ça et c'est devenu pratiquement comme le théâtre. Et nous disons, ils ont réussi leur pari parce qu'on sortait de la crise. Les gens avaient besoin d'aller dans les spectacles, mais l'humour est un dérivé du théâtre. On ne doit pas transposer l'humour pour dire que c'est le théâtre. C'est un art pour rire, pour divertir, pour guérir. Et aujourd'hui, l'humour a réussi son pari. Mais je suis en train de dire qu'il y a un théâtre professionnel. Et je le dis depuis 14 ans, parce qu'il faut former des scénographes, il faut former des metteurs en scène, il faut former des dramaturges. Ça demande que des personnes, des spécialistes travaillent à cela. D'accord. Okay. Et vous avez déjà parlé des salles, oui, parce que vous êtes auteur, vous aussi, de cet ouvrage, L'origine du théâtre en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, de 1920 à 2022. Et vous avez dit que le théâtre a 104 ans. Vous avez parlé de tout ceci, tous ces défis sont dans cet ouvrage. C'est ça. Oui. Et donc, je vous dis qu'il faut écrire, puisque s'il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de livre, puisque les livres sont ce qu'on appelle la dramaturgie, c'est l'art de composer des textes pour que cela soit joué sur la scène. Mais l'histoire du théâtre, en fait, il faut que les élèves apprennent ça. Il faut que les téléspectateurs sachent d'où a commencé le théâtre ivoirien, d'où il va. On l'a déjà dit, et vous avez parlé des défis justement pour demain en une phrase. Oui. Pour demain en une phrase, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé de la formation. Oui, ce qu'il faut faire, il faut décentraliser le théâtre. Je demande aux maires, lorsqu'ils construisent les salles de spectacle,
qu'ils tiennent compte de la réglementation du théâtre. Je demande aussi aux chefs des collectivités, c'est-à-dire les têtes couronnées. Dans les villages, il faut prévoir juste un espace pour le théâtre. Et s'ils ne savent pas comment le faire, venez nous voir de sorte qu'on puisse vous dire. Parce qu'au village, la théâtralité est déjà dans les villages. Je vais demander aussi aux conseils généraux. Oui. Hein? Et à toutes ces entités, ces collectivités de sorte qu'on puisse avoir des salles dans la promotion du théâtre. Ça, la promotion du théâtre. Voilà, on a passé le temps donc à en parler. On a compris les enjeux de la relance du théâtre avec vous, professeur d'art dramatique, Oba Samuel. Merci, l'invité de la page culture ce soir. On a été très heureux de vous recevoir. Je voudrais seulement dire merci 30 secondes. Au ministre de la Culture et de la Francophonie, dire merci à tous les professeurs qui m'ont encadré parce que je suis au département de la recherche à l'INSAC, dire merci au DG de la RTI, et puis que le livre soit un objet pour qu'il y ait un débat sur les 104 ans du théâtre en Côte d'Ivoire. Parce que je vous souhaite que le débat soit fait. En 15 minutes, on ne peut pas tout déballer. Mais bien sûr. Il faut qu'un débat soit fait. Et vous avez l'essentiel dans cet ouvrage que nous recommandons évidemment. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le pain de manioc n'est jamais trop chaud pour celui qui a faim. Dieu le voulant, on se retrouve demain.